Il est venu le temps des Mac Exchange. Le tour est entré dans une nouvelle sieste. Alpecin a voulu monter vers les étoiles. Mais Bike Exchange faisait la sieste. Tu l'as écrit ça? Ouais. Ça, mon Robin, je te demande parce que Polo, il est plus là. Ouais, ça va. Je m'attendais pas. Putain, ça fait 10 minutes qu'on discutait avant de lancer l'émission. Tu m'avais pas prévenu de ça. Bah non, je vous parlais pas. C'est pour ça que j'étais en train d'écrire mon texte. Je suis un vrai parolier, moi. Il faut de la concentration. Ça va quand même, Paul? Ouais, ça va très bien. Enfin, mon émission commence maintenant. Je vais faire abstraction mentale de ces deux dernières oreilles. Alerte Malaise TV, on nous dit dans le chat. Bon, j'espère qu'on Ah, n'en si est pas Joseph là. pouvait finir là-dessus sur ce bon compte Twitter, ça nous ferait un peu de buzz. Ah ouais. Mais sinon, On sinon me ça l'a va. réclamé, Écoute, Paul, hein, tu le sais. On me l'a ouais, je réclamé. sais. On n'a pas vu la plus belle étape de ce Tour de France, mais on se rattrape avec de la petite musique, avec Ah, je des sais pas quiz. si c'est la meilleure perf de Joseph non plus. Ah, il va le travailler. Il a encore une petite semaine pour nous. J'ai raté la fin. Je me rappelais plus de l'air en fait de la Il dernière phrase. il a encore une petite semaine pour nous pondre un tube de l'été. Mais nous, du coup, vu qu'on s'ennuyait un peu pendant cette étape, on s'est fait des petits quiz avec Robin et Joseph notamment. Et c'est un quiz que je vais te proposer au chat pour commencer l'émission. Un petit quiz J'aime d'entrée. bien. Robin ne joue pas, donc vous avez une chance de Ouais, gagner. surtout qu'on vient de le faire, quoi. Ouais. On a un petit quiz, mais essayez de ne pas aller trop sur Wikipédia, sinon c'est pas marrant. Bah, y allait pas du tout, même sinon il n'y a plus de Ouais, jeu, les ouais. gars. Sinon, il n'y a plus trop de jeux. J'avais besoin que vous me retrouviez les 5 coureurs du Tour de France 2010 à avoir porté le maillot jaune. Le premier qui écrit les 5 en entier, je sais pas, mais on lui fera un petit cadeau. Voilà, c'est dit. Ah ouais, mais si tu promets un cadeau, ça Non, va mais trop un petit demander aux truc. gens d'aller tricher. Bah, le premier, c'est celui qui va aller le plus vite. Donc, les gens qui vont tricher, ils n'auront pas le temps de. Ils n'auront pas le temps de voir si les gens qui ont des vraies connaissances. Ouais, c'est dur, hein. On l'a fait tout à l'heure, c'est dur d'avoir les 5. Ah, c'est très dur. C'est facile d'en avoir 4, mais c'est dur d'avoir le 5e. Non, il faut les dire dans le même message. Sinon, après je serais perdu. Mais Contador, c'est bon, nous dit Jean Mur. Je pensais avoir gagné. Moi. Ah, Nochantini, c'est Zdenek Wout, dommage, mais Nochantini, c'est 2009. C'est pas facile. Hein. C'est... Bah, là, il y a eu trop de temps, donc à partir de Ah, il en Ouais, manque un. Tu vois, regarde, Ouais, Tony mais je sais Zossa plus qui. il a les 4 que j'avais et il lui manque le Ouais, 5e ouais. sur lequel j'ai galéré. Mais il est pas simple, hein, le dernier. Il est vraiment très dur. Mais c'est un coureur qui a déjà gagné des grands tours. Un coureur d'expérience, coureur du classement général. Pas des selles. C'est pas des Boris Lagnol se rapproche parce qu'il nous fait une sorte de mix. Mais t'as une partie de la vérité, Boris. C'est dommage, Boris, parce qu'il était vraiment pas loin. Allez, voilà, Tony qui a trouvé. Tony qui a trouvé, c'était plus ou moins rapide, mais en tout cas, bravo, parce que c'était vraiment pas simple. Si en plus tu l'as fait de mémoire, chose dont on a été incapables tous les trois à faire, franchement, félicitations. Moi, j'ai eu besoin de quelques indices de Paul. Ouais, c'est vrai. Bravo les gars. Bravo. Allez, je te laisse reprendre le fil de cette émission. Et donc, effectivement, aujourd'hui, Polo, ça n'a pas été l'étape du siècle, mais ça a été quand même, sympa par certains aspects. Mats Pedersen, donc, qui a gagné. On va en discuter de cette chasse qui a été pour le moins étonnante. Voilà, et des Bike Exchange, notamment de leur comportement. Il n'y a pas eu trop de changements, mais aujourd'hui, la grosse partie de l'émission, c'est sur la preview de demain parce que arrivée à Mende, et c'est toujours intéressant, les arrivées à Mende. Donc, on va suivre ça, bien évidemment, et on va vous présenter cette étape-là. Et on terminera, comme toujours, par le quiz, et juste avant, la chronique de Roby avec aujourd'hui, tu vas nous parler de Bernard Hinault, c'est ça?
Ouais, on va encore parler de Bernard Hinault, qui à Saint-Étienne avait gagné en 1978 la première étape en ligne qu'il remporte sur le Tour de France et finalement, sur son premier tour victorieux. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire pour Hinault qu'on va raconter. Et ben voilà, et on terminera donc par le quiz comme promis. Donc on démarre tout de suite, Polo, si tu peux afficher le classement de cette étape, avec donc Mats Pedersen qui gagne devant Fred Wright et Hugo Hull. Troisième qui se sont détachés de Kung, Jorgensen et Ghana, qui étaient avec eux dans une échappée qui s'est formée en début d'étape. Et donc Pedersen, premier homme dont on va parler, qui prend, Robin, sa première étape sur Grand Tour quand même. Ouais, en bon chasseur d'étape, ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait coché, pour faire partie de l'emballage final dans une étape, dans un scénario qu'on imaginait peut-être un petit peu durci par certaines équipes pour éliminer les Groenewegen, Jacobsen et le reste des purs sprinters. Pedersen aurait eu sa chance. On sait qu'en début de tour, il a été très, très fort. Il a fait podium d'un sprint d'une des étapes au Danemark. Et finalement, il a décidé de la jouer différemment. Il a décidé de ne pas attendre le sprint. Peut-être qu'il avait des doutes sur les capacités et sur l'envie de certaines équipes à rouler, à maîtriser l'étape, à contrôler. Il a bien fait, honnêtement. Il est parti d'abord dans un premier temps avec Quinn Simmons, son coéquipier de chez Trek, donc ils étaient surreprésentés à l'avant de la course. L'échappée a mis un peu de temps à se dessiner. Il y en a beaucoup qui voulaient y aller. Finalement, on a laissé partir 7 coureurs et Pedersen tout de suite a eu la pancarte un peu dans ce groupe-là parce que c'était évidemment le plus rapide au sprint. Donc c'était pas évident. C'est quand tu passes 180 bornes à l'avant et que tout le monde te regarde un petit peu parce que tu es le favori de cette échappée, c'est pas facile à gérer. C'est quand même un ancien champion du monde. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. C'était pas spécialement le cas de ceux qui l'accompagnaient, à part peut-être Fred Wright. Mais du coup, tu te dis, va falloir être costaud parce que tu vas pas pouvoir aller sur toutes les attaques. Donc, surtout il a perdu finalement au cours de l'étape Quinn Simmons. Il était tout seul pour gérer. Mais ouais, il a géré ça comme il fallait. L'attaque à une dizaine de kilomètres de l'arrivée dans la dernière bosse de la journée pour faire le tri dans ce groupe-là, c'était vraiment très intelligent. Il y en a beaucoup qui auraient attendu le sprint en misant juste sur leur qualité de vitesse. Lui, il s'est dit que ça allait être trop difficile à contrôler avec 5 adversaires dans le final et il a eu totalement raison. Il a fait ça comme il fallait. Non, c'est Polo. ça, Robin, tu as tout à fait raison. Faut pas oublier que Mats Pedersen était le premier attaquant aussi de la journée. Alors, c'est peut-être un petit détail pour vous, Mais Et pour pour nous, moi, ça ça veut veut dire dire beaucoup. beaucoup. mais voilà, c'est exactement ça. Vous Euh, voyez que vous êtes chansonnier aussi. ah bah attends, on n'a jamais dit le contraire. On a juste pas chanté, on a juste émis, Ah bah faut pas faire les choses à moitié, les gars. on a juste émis des paroles. Et Mats Pedersen, comme tu l'as dit, Robin, ce move-là d'accélérer, même si c'était pas le plus fort, le fait est que après on l'a vu suite à cet effort que ça l'était, ce move d'accélérer dans cette avant-dernière difficulté, ou dernière difficulté, eh ben c'est capital parce que là tu passes d'un groupe à gérer en ayant la pancarte, tu passes d'un groupe de 6 à gérer à un groupe de 3. Et là, c'est plus du tout pareil. Avec un Hugo Hull et un Fred Wright qui étaient déjà contents d'être dans la roue. Et surtout qu'ils lui ont donné des relais. Donc, Ah oui, et ça, on pourra en ils l'ont parler. bien aidé quand même. Ça, on pourra en parler, mais du coup, la stratégie ensuite de Fred Wright et Hugo Hull peut peut-être être remise en question. J'écoutais Jackie Durand qui disait, j'étais un peu surpris, je voulais avoir votre avis là-dessus. Jackie Durand qui disait, je pense qu'avec Mats Pedersen, Hugo Hull et Fred Wright sont contents de faire podium sur cette étape. Moi, j'ai trouvé ça surprenant comme manière de penser. Bah, Mais en fait, soit il quand je vois faisait Hugo, podium, soit il risquait peut-être de faire 5 ou 6. ouais, quand je vois Hugo Hull courir, je me Il lui dis que filait pas de finalement, c'est relais, je peut-être veux dire. c'est peut-être pas si déconnant que ça, mais je comprends pas trop Il a dit à pourquoi. l'arrivée à un goal, il était content de faire 3. Il a dit que c'est sa meilleure place sur le tour. Il se sentait en forme et c'est quand même un mec qui n'est pas très habitué à gagner. Donc en fait, une troisième place sur une course aussi prestigieuse, pour lui, c'est quand même significatif. Après, je pense que Wright, qui a quand même une petite pointe de vitesse, se disait qu'il pouvait peut-être taper Mats Pedersen. Ouais, enfin, j'aurais pas mis, même en étant Fred Wright, qui est un excellent coureur, j'aurais peut-être essayé de manœuvrer C'est pas différemment, favori, oui. peut-être discuter avec Hugo Hull, de voir s'il y a peut-être une stratégie à faire. Je sais pas. Peut-être qu'on a voulu adouber un Mats Pedersen qui était vraiment le plus fort dans ce groupe, marquer des gros points UCI, notamment pour Israël Startup Nation. Non, c'est plus ça, c'est Israël, Première Israël tech. Première Tech. À chaque fois, j'arrive pas à la voir. Donc voilà, un peu surpris, mais de toute façon, la marge de manœuvre face à un Mats Pedersen à ce niveau-là a été quand même très très limitée. Et en plus, le Danois a géré ça de main de maître, donc bravo à lui. C'est vraiment une victoire qui, je trouve, est très très impressionnante.
Ouais, effectivement. Et après, du coup, l'autre aspect de cette étape, c'est effectivement la chasse qui a été plutôt étonnante, Paul, avec des bike exchange qui se sont mis en route hyper tard. Alors, est-ce que tu as compris un peu pourquoi? Bah, oui, je pense que la seule explication valable, c'est de voir où en était Dylan Groenewegen, que sur ce genre de sprint, finalement, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, le sprint était quand même sur du plat, et à ce jeu-là, on faisait peut-être pas confiance à Michael Matthews, et à raison, parce qu'on voit que beaucoup de sprinters sont passés. Je lis des coteurs dans le chat qui me disent que c'était sûr et certain qu'on aura un sprint massif sur cette Oh, je étape. voulais réagir à ça aussi Que pour le coup. la gueule des que les sprinters faisaient un peu tirer un peu la gueule aujourd'hui. Franchement, on est quand même à quelques faits de course et à quelques momentum de voir cette étape gérée par les équipes de sprinters. Bien sûr, c'est pas loin. Moi, quand je vois la back exchange, non, pas la back exchange, quand je vois la Lotto et Alpecin, si elle avait été relayée par la back exchange, ce serait rentré. Ça a gravité à jamais beaucoup plus de 3 minutes. Franchement, moi, à encore 50-60 bornes, je me dis que ça va rentrer et qu'il y a bien des équipes qui vont être intéressées. Si on était tombé à 1 minute 30, voire 1 minute, la Jumbo Visma aurait embrayé et on aurait eu un sprint. Donc voilà, ça s'est joué de peu. La chute de Caleb Ewan y est pour beaucoup, je pense aussi, parce que je pense qu'on était à 2 doigts de donner envie à la back exchange de rouler même un peu plus tôt. Voilà, ça s'est joué de très peu, mais c'est tout l'intérêt de ces étapes-là. C'est cette bagarre entre les baroudeurs et le peloton, le bras de fer. Et à ce jeu, bah, ils ont été beaucoup plus malins. On a vu notamment Ghana et Kung réaccélérer au moment où la back exchange prenait le relais, maintenir l'écart et dégoûter finalement des potentiels alliés pour les coéquipiers de Michael Matthews et Dylan Groenewegen. Et à ce jeu-là, bah, bravo aux échappés, ils ont été beaucoup plus forts. On voit, ils se sont mis en route à 43 km de l'arrivée quand même, les bike exchange. Romain, toi, tu as compris pourquoi ils n'étaient pas allés dès le début? Moi, je pense qu'ils ont voulu se planquer. Ils ont voulu niquer tout le monde, clairement. Ils ont voulu dire, nous, on va aller jouer le sprint, on va venir vous faire la nique dans le final, mais on n'aura pas roulé de la journée. Et il y a un moment, ils se sont dit, attends, là, en fait, si on n'y va pas, ben, on va pas y arriver au sprint. Mais ils ont compris ça, je pense, trop tard. Parce que jusqu'à peu de temps avant qu'ils prennent, je crois que c'est à peu près au moment où Ewan chute, ou alors un autre fait de course, je confonds peut-être, mais l'écart était bien moins haut. L'écart était à 2 minutes, 2 minutes 30, et là, c'était totalement gérable. Et en fait, il y a un moment où l'écart monte, et Bike Exchange se rend compte que s'ils ne mettent pas la main à la pâte, ça ne va pas rentrer. Et je pense, comme tu as dit, Polo, ça se joue à pas grand-chose parce que Quick-Step, ils étaient intéressés par cette victoire d'étape. Sénéchal a apparemment dit qu'il était bien, et on Ils l'a ont vu dans roulé le un sprint. peu. Ouais, mais ils n'ont pas vraiment. Enfin, tiens, ils n'ont pas fait à bloc. Hein. Ils ont mis quoi? Ils ont mis Lampard un petit moment. Moi, je pense quand même que quand tu es Quick-Step, tu peux faire un petit peu plus. Sachant que quand tu es Quick-Step, tu viens pour quoi sur le Tour de France? Tu viens pour les étapes. Qu'est-ce que tu as d'autre à viser? Tu n'as pas de leader au classement général. Pourquoi tu ne te donnes pas à bloc aujourd'hui? Pourquoi tu fais pas tout pour la victoire aujourd'hui? Parce que demain, tu vas pas aller la chercher l'étape, honnêtement. À part Badjoli, tu n'as personne, et Badjoli, il va pas aller gagner un monde, à mon avis. Et donc, dimanche, on arrive où déjà à Carcassonne? Carcassonne. Ouais. Ouais, et après, tu as la journée de repos. Je pense que les quick step, ils sont pas minables pendant les Alpes, à part bien sûr Jacobsen qui lui a pris un peu cher, mais le reste, ça doit aller à peu près correctement. Ils ont fait Gruppetto quasiment tous. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui Peut-être parce qu'ils se ils disent donnent qu'à pas part plus. Jacobsen, personne ne pouvait battre véritablement Van Aert si ça arrivait au Bah, sprint. Sénéchal, il te dit qu'il est bien, tu peux Ouais, essayer. ça prouve un manque de Ouais, confiance envers Sénéchal, c'est quoi. ça. Et Ouais, après, il y en a d'autres. Hein. Lotto, tu as raison, ils ont arrêté de faire le boulot quand Ewan est tombé. Il y a Alpecin qui, à un moment, s'est épuisé parce qu'ils étaient tout seuls. Il y a Jumbo qui n'a pas voulu donner un coup de main. Tout Même ça cumulé, Intermarché aurait pu, hein. ouais, et tout ça cumulé fait que ça rentre pas. Mais c'était pas loin, ça se joue à, voilà. Si Quickstep, ils sont un peu plus motivés, Bike Exchange un peu moins lent à réagir, et que Ewan ne tombe pas, alors ça rentre dans tous les cas. Et je pense que si tu réunis 2 de ces 3 critères, ça rentre. Sauf qu'il y avait ces 3 critères réunis, les quick-step un peu timides, les back exchange qui ont voulu rester cachés, et Ewan qui tombe, et ça fait 3 équipes qui roulent pas ou pas assez, et tu rentres pas. Donc voilà pour cette Je discussion pense par contre autour qu'ils peuvent s'en de mordre la les doigts, chasse. certains, parce qu'ils n'auront pas Ah beaucoup bah, d'autres clairement. opportunités. Hein. Bah, Tu penses clairement. à un Philipsen, il va lui rester Cahors et les Champs-Élysées. Alors Van Aert, il s'en moque, il a déjà gagné ces 2 étapes, il a son maillot vert, tout va bien. Mais il y en a certains qui honnêtement,
aurait dû saisir cette opportunité-là. Il y avait quand même pas mal de monde qui n'était pas au top. Tu vois que Jacobsen aujourd'hui n'était pas au top, Sagan non plus. Pour certains sprinters, c'était un petit boulevard pour au moins le podium, on va dire. Bon, en tout cas, il y en a un qui est vraiment pas bien ce soir. C'est Caleb Ewan à 72 km de l'arrivée. Il chute dans un virage à gauche. Il était bien. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi il chute. Je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai cherché, j'ai pas exactement trouvé. S'il l'a expliqué. Petit écart de, je pense que erreur de de trajectoire de Gilbert à la base. Et je pense que du coup, il touche un peu en pilant un peu sur les freins. Il doit toucher un de ses coéquipiers. Je crois que c'est Frison. Il a pas de de chance. bêtises. Et pour le coup, non, il a vraiment pas de chance. Surtout que vu ses déclats, et Robin n'y croyait pas, mais vu ses déclats en arrivant à l'arrivée tout à l'heure, il disait qu'il était très bien, que justement il avait fait rouler parce qu'il croyait en ses chances. Et quand on voit à l'arrivée, on pouvait se dire que Caleb Ewan pouvait passer les difficultés. C'est frustrant pour un coureur qui quand même a pris un sacré abonnement aux chutes et pas Il les tombe un peu petites pareil à sur le chaque fois. Giro, hein, en touchant la roue du mec devant lui, qui est finalement, on va dire, un peu de sa faute, quoi. Quand c'est toi qui touches la roue du mec de devant. Quand tu chutes une fois, c'est pas de ta faute. Quand tu chutes deux fois, c'est pas de ta faute. Mais tu te commences à poser des questions. Quand tu chutes trois fois, on commence à se dire que c'est peut-être de toi que vient l'erreur. Donc ouais, c'est un peu le souci avec Caleb Ewan. En tout cas, le principal, c'est que ça a l'air d'aller physiquement. Mais là, automatiquement, alors qu'il y avait un vrai momentum, on va dire, de poursuite avec son équipe, avec l'Alpecin. Et je te dis, cette back exchange qui n'attendait peut-être que ça pour s'engager, et ça a arrêté tout net. À partir de ce moment-là, tu pouvais être sûr que ça allait aller au bout derrière, même si la back exchange a tenté de aller l'esbrouf de rouler à 40 km, c'était sûr. Fantasy Discord, les gars, pour voir où on en est de tout ça. J'ai fait Parce une bonne affaire. Hein Pardon? Je crois que j'ai fait une très bonne affaire. Ah. Eh ben, on Je regarde ça. vérifie, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais il me semble que j'ai mis Van Aert aujourd'hui. Eh ben, du coup, J'espère que j'ai bien mis est-ce que ça. tu remontes un peu au classement? Alors, attends, Parce que là, pour le moment, je te vois pas si dans c'est les bien ça. 40 premiers. Je vais dire si ça se trouve, j'ai pas mis ça et du coup j'ai pris un éclat, je me rappelle plus en fait. Alors, je pense pas que tu as mis ça parce que je te vois pas dans les 70 premiers, dans les 100 premiers, ou alors je suis bigleux. Je te laisse te chercher. C'est Arthur qui est premier devant Peyrou et Louis. Si, j'ai mis Van Aert. J'ai mis Van Aert. Eh ben, t'es où? Ah, putain, t'es 17ème. Voilà, tu vois que je suis remonté parce que Alors les ont dû mettre des gros Eh ben. sprinters qui n'ont pas fait le sprint et moi, Van Aert, il l'a fait le sprint. Putain, t'es 17ème, frérot. Bien ouais. Putain, Arthur, mal, non attends, ils ont craqué, Vroomega et. Ah ouais, là, il y a eu de la et cracotte. celui qui était premier hier, là. Merde. Oula, il fallait faire des vraies choses aujourd'hui. Tu avais mis même un Matthews, par exemple. Et Pérou dans le chat. Je l'ai déjà utilisé, mais tu as mis Matthews, tu te fais avoir parce qu'il fait pas le sprint, en fait. Et pareil avec beaucoup de sprinters. Ouais, Flockflow avec 84 points. Arthur 93 et Vromega en avait 95. Et du coup, là, effectivement, on a pas mal de changements. Et on a Arthur qui a 100 points, donc qui met 7 points, qui trouve le 7e du jour. Le 7e du jour. C'est Van Aert le 7e. C'est Van Aert, donc bien joué. Tu mets Arthur, du coup, tu passes de 2e à 1er. Avec 11 points d'avance, un petit matelas qui autorise une mini-erreur. Pérou, tu as 111 points désormais. Alors, je ne sais pas où tu étais. Et Louis, 122. Donc, il y a Léo qui est égalité, qui a 122 aussi. Je ne sais pas où vous êtes du coup. Alors, Vromega, il est 21e avec 179 points. Ça veut dire que tu as mis un coureur qui est arrivé vers la 60e place. Mais Matthews a fait 84e aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas impossible que tu aies mis un coureur comme ça. Et Pérou avait mis Pedersen. Et Flock l'a dit dans le chat. Ah ouais, ok. Bon, aujourd'hui, si tu mettais Pedersen en pensant à un sprint, tu étais bien payé. Moi, j'ai mis Van Aert parce que j'ai déjà utilisé Pedersen, mais ça me fait aussi un petit pactole de points. Mais ça va devenir chaud parce qu'à Carcassonne, qui tu vas mettre alors moi, tous ceux qui ont mis Van Aert aujourd'hui ont limité la casse, quoi. Bien plus que ça même, parce qu'en fait, il y en a tellement beaucoup qui se sont plantés ouais, c'est ça. à cause de Matthews, Groenewegen, Ewan, Jacobsen, tout ça, que c'est très compliqué d'avoir eu. En fait, aujourd'hui, pour réussir la journée, il fallait mettre Pedersen ou Van Aert. Le reste, c'était quasi impossible à pronostiquer, j'ai envie de dire. C'est clair. Non, mais bien sûr. Donc voilà. Mais qui tu vas mettre dimanche? C'est ça la grosse question pour la suite.
Ouais. Et je pense que tu as ton idée, c'est ça? Je pense que je vais mettre Mais- Philipsen, mais c'est super risqué parce que Philipsen, si ça arrive pour la 10e place comme aujourd'hui, il fera pas le sprint non plus. Et il va faire 60e et tu l'as dans l'os. Du coup, la technique, ça peut finalement être de jouer un favori. Tu vois qu'aujourd'hui, dans le final, les Geraint Thomas, Pogacar, Vingegaard, ils étaient finalement dans les 20 premières Facilement. positions. J'ai pas le classement sous les yeux, mais je pense qu'ils font dans les 20-25 premiers. Ça te permet de limiter la casse. Le problème aussi, c'est que moi, ces mecs-là, je les ai déjà utilisés. Donc, il faut descendre encore d'un Ah, cran et voilà, tu te retrouves à devoir prendre des risques un peu. ouais, effectivement. Merci Nicoca pour le soutien et l'abonnement. Merci beaucoup à toi. L'étape de demain, elle est intéressante, pour ne pas dire plus, voire excitante. Elle l'est plus qu'aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Saint-Étienne jusqu'à Mende, 192 km. On arrive du coup à Mende, arrivée très connue du Tour de France. Il y a eu quelques arrivées dont on va parler. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à Mende. La voici, la côte de la Croix-Neuve. On le voit, c'est très très pentu, pour ne pas dire autre chose. 15% au max de la pente. 3 km, en gros, c'est une montée d'environ une dizaine de minutes. Donc là, les gars, il y a... Vous allez me le dire, mais il y a de quoi avoir une belle explication entre des favoris qui voudraient un peu mettre la pagaille, non? Ouais, ça fait jamais de gros écarts. Mende, je regardais un peu, il y en a dont je me souvenais, d'autres dont je me souvenais pas trop. Du coup, je suis allé un peu voir, notamment cette étape de 2010. Contador et Schleck ne font pas d'écart. Il reprend une 2000 poignée de secondes, Contador. une petite poignée, c'était vraiment, vraiment tout petit. Geraint Thomas arrive avec Tom Dumoulin en 2018. En 2015, je l'ai plus, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est pas non 2015, plus. Roglic reprend un petit peu de temps, Bardet en perd un petit peu, mais vraiment, Bardet en perd un peu, ouais, exact. ça se compte en poignée de secondes et le reste des favoris arrive groupé. C'est ça. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qui va aller dans l'échappée et quel coureur va pouvoir se sortir, se dépatouiller de cette côte qui est terrible. Il y a beaucoup d'histoires autour de cette côte, pourtant, elle est pas non plus très vieille dans le Tour de France, hein. Le premier passage, c'est en 95, mais elle a marqué les Français. Elle a marqué les Français justement avec cette victoire de Jalabert le 14 juillet. Elle a marqué les Français avec cet embroglio en 2015 entre Romain Bardet et Thibaut Pinot. J'ai mis un peu les photos, Polo, justement, avec, des moments dont tu parles. Pour ceux qui peut-être ne connaissent avec, pas, imagine un peu. Là, on voit Jalabert, du coup, dont tu parles. Et après, ça, c'est Cummings, du coup. L'arrivée avec Pinot et Bardet derrière. Et avec un Julien Alaphilippe qui part trop tard, finalement, en 2018, avec son beau maillot à pois pour aller chercher Omar Freiley. Voilà, il y a de belles histoires. Ouais. Il y a de belles histoires. On voit Alaphilippe et Stuyven derrière. Il y a de très belles histoires autour de Mende. Moi, ce que je veux voir demain, alors je me mets un peu dans la lumière parce que c'est important et ces coureurs-là devraient aussi se mettre dans la lumière demain. C'est le réveil des coureurs français. Là, au bout d'un moment, on s'est régalé depuis le début de ce tour. On a vu aussi des Français performants sur le classement général, des beaux raids comme celui de Warren Barguil. Maintenant, on veut que les Français aillent scorer. Là, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on n'ait pas un Français dans l'échappée. Même dans le groupe élargi qui était parti au début de l'étape avec beaucoup de très beaux coureurs, il n'y avait pas un Français. C'est pas, j'allais dire, c'est pas normal. C'est pas une question de normalité. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant et demain, c'est quand même une belle étape qui a souvent, en tout cas, fait la part belle ou en tout cas montré où les Français ont bien su montrer le maillot. Ça va quasiment toujours pour les échappés aussi, Mende. Et ça va exactement toujours pour les échappés. C'est pour ça que demain, moi, je vais surtout tourner mon regard vers les échappés, même si ça m'étonnerait qu'un Pogacar n'essaye rien à Mende, quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui lui convient parfaitement, ce genre d'effort. Peut-être un peu moins à Vingegaard, même si finalement, quand on regarde un peu ce Tour de France, je ne suis pas sûr qu'il ait de très grandes faiblesses, ce coureur danois. Robin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir Pogacar attaquer. Hein. Il l'a dit quand il a perdu le maillot. Maintenant, c'est à lui d'attaquer. Il l'a montré hier à l'Alpe d'Huez. Je pense qu'il attaquera partout où il peut. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas à Mende. Et je pense malgré tout, même si Vingegaard a donné pas mal de garanties depuis le début de ce tour, que c'est une arrivée qui correspond un peu mieux à Pogacar. Et tout le monde s'attend à ce qu'il attaque. Alors après, comment il va faire? Parce que si c'est trop attendu, c'est pas à son avantage. Mais
on le sait, il y a 3 km à 10%, il va attaquer Tadej Pogacar. Donc à voir s'il utilise Rafał Majka, s'il essaie de partir à plusieurs, s'il essaie de placer quelqu'un devant pour lui donner un coup de main, s'il essaie de partir de plus loin. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais on va avoir des attaques de Pogacar et on sera 3 jours après sa défaillance du Granon, donc potentiellement on peut estimer qu'il aura récupéré la pleine possession de ses moyens et ça va être intéressant de voir un Pogacar en pleine possession de ses moyens face à Jonas Vingegaard. Peut-être qu'il sera capable d'insister un petit peu plus parce qu'à l'Alpe d'Huez, on a vu qu'il regardait beaucoup derrière lui, que dès que Vingegaard était dans la roue, il arrêtait un petit peu son accélération. Peut-être qu'il va y aller de manière plus tranchante à Mende. C'est sûr, il ne reprendra pas énormément, même s'il y arrive, il reprendra peut-être quelques bonifs, une quinzaine de secondes, ce serait déjà beaucoup en vérité. Mais ça peut être mentalement un nouveau tournant dans ce Tour de France, c'est-à-dire le remettre dans le bon chemin, sur la bonne voie, montrer à Vingegaard qu'il peut lui reprendre du temps, réussir à le faire rapidement après la défaillance finalement, parce que s'il récupère aucune seconde d'ici au Takam, Vingegaard va commencer à se dire ok, en une semaine il n'est pas capable de me reprendre quoi que ce soit, donc ça va donner encore plus de confiance à Vingegaard. Par contre, si 3 jours après la défaillance, avant même le prochain massif, Pogacar réussit à reprendre du temps, voilà, je pense que le doute va s'installer dans la tête de Jonas Vingegaard. Au contraire, la confiance va revenir chez Tadej Pogacar. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, Pogacar, il n'a pas forcément besoin d'être maillot jaune le matin du dernier contre-la-montre. Donc, il va y avoir cette donnée qui va rentrer en compte. Et plus on va s'en approcher, plus on va faire des comptes d'apothicaire à la fois chez Jumbo et chez UAE. Et c'est un jeu risqué. Et c'est surtout risqué pour celui qui est devant de faire ce genre de compte-là, d'estimer combien de temps on peut se permettre d'avoir avant le chrono. Beaucoup ont fait ça ces dernières années et ça n'avait pas fonctionné. Andy Schleck en 2010 avait perdu le maillot avant de finalement le récupérer. Les Schleck, encore une fois en 2011, avait perdu le maillot Andy Schleck avait perdu le maillot sur le chrono. Un Romain Bardet avait failli perdre son podium en 2017. Donc c'est souvent des comptes d'apothicaires risqués. Il faut que Vingegaard fasse attention. Et ça m'amène une idée, Robin. Tu me diras ce que tu en penses. C'est les comptes d'apothicaires, ils sont risqués si on réfléchit comme Vingegaard, mais je pense que les comptes d'apothicaires, il faut les avoir quand on est Pogacar. Et à ce petit jeu-là, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de rouler sur l'échappée pour aller chercher d'éventuels bonifs, contrôler la course. Tu vois, est-ce que c'est pas un scénario qui est possiblement imaginable? Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si c'est un scénario qui vous paraît cohérent. Mais un Pogacar ne doit laisser maintenant aucune seconde passer. Avec son comportement depuis le début du tour, parce qu'il les joue aussi. Il faut surtout pas laisser des chances de récupérer quelques secondes à Vingegaard et récupérer, je sais pas, demain 5-6 secondes plus les 10 secondes de bonification. Tu vois, on parlait d'ascendant psychologique et voilà, Vingegaard va se dire peut-être que j'ai pas assez d'avance sur Pogacar et peut-être que si, peut-être que ça. Donc ce sera intéressant. C'est pas en récupérant 10 ou 15 secondes de main que tu relances la bagarre sur le plan comptable pour le tour. Par contre, ça peut relancer la bataille mentale entre les deux. Ouais, clairement. Ouais. Donc on verra, écoute, en tout cas je l'espère. C'est quelqu'un dans le chat, j'ai pas vu son nom, qui disait que c'était une montée qui correspondait parfaitement aussi aux qualités de David Gaudu, qui lui aussi sur une montée plus sèche comme ça va peut-être un peu moins cogiter, aura à cœur peut-être de lâcher les chevaux, lui qui ne l'a pas encore fait depuis le début de ce tour, ça doit aussi le démanger. Alors est-ce qu'un mec comme Madouas, pour qui ça correspond parfaitement, aura un bon de sortie? J'ai mis, Polo, la liste des Français par rapport à leur classement général. Donc, on peut imaginer aussi leur forme via ça. Mais c'est vrai que demain, quand même, ça me paraît quand même idéal pour Madouas. Avec un Pinot qui reste à côté de Gaudu. Franchement, ça peut être sortie, hein. Ça peut pas être idéal pour un Pinot avec un Madouas qui reste à côté de Gaudu aussi. Alors avec Thibaut Pinot, on va essayer d'être objectif, surtout si il a déjà eu sa chance. Ce serait plus à Madouas. C'est une montée qui convient parfaitement aussi à Thibaut Pinot. Il a déjà prouvé qu'il savait l'appréhender, qu'il savait la monter. Après, voir s'il a envie, lui, d'aller dans l'échappée, dans ce genre d'étape, ou s'il attend plutôt les Pyrénées. Genietz aussi. Genietz, je pense qu'il a plus ce rôle de garde du corps. Tu vois, là où peut-être qu'un Madouas, pour service rendu dans les Alpes, et Dieu sait qu'il en a servi, peut-être pourrait-il avoir un bon de sortie. Mais oui, pour le coup, si la Groupama doit privilégier quelqu'un demain, j'irais plutôt sur Madouas. Ouais.
Je pense qu'ils vont essayer d'aller tous les trois en fait dans l'échappée et que celui qui n'y sera pas devra être l'ange gardien de Godu, Ouais, non? on verra. Ce sera très intéressant de voir qui va dans l'échappée, qui n'y va pas. Au-delà des coureurs français, etc. Peut-être des petits favoris, tu vois, qui veulent reprendre du temps. Vlasov, par une montée qui lui correspond parfaitement. Enric Mas, peut-être pas. C'est pas son genre quand même. Mais voilà, il y a plein de petits coureurs comme ça. Quintana, qui pourraient peut-être essayer de se glisser dans l'échappée. C'est compliqué. Je C'est pense que escarpé toute Quintana, on la va pas lui journée. laisser beaucoup de Ouais, marge quand même. c'est escarpé toute la journée, ce sera pas facile à contrôler. Bon, c'est quand même la jumbo, donc la jumbo se balade sur tous les terrains. Mais voilà, tu vois, du Tuns, du Woods, je lis le chat. Il y aura, à mon avis, une échappée royale demain. C'est vrai. Et juste si on peut remettre le profil, Joseph, je sais pas si tu l'as sous les yeux, de cette fin d'étape. Il y a quand même Entier ou de la fin d'étape? de la fin d'étape plutôt, ouais, des Ouais, donc 30 derniers kilomètres. de la côte de la Croix-Neuve, ça te suffit ou pas? Non, Non, lui, des il 30 veut. derniers Hop, bornes. Voilà, celle-là. L'avant-dernière difficulté, on voit, c'est la côte de la Fage. Alors, elle n'est pas très, très, très pentue. C'est 4,2 km à 6%. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir là s'il y a un passage particulièrement difficile dans cette côte-là. Peut-être qu'il y a un passage un peu plus dur qui permet d'attaquer. je vais aller te montrer, Paul, si tu peux en sortir. Je vais aller chercher le profil de la côte d'avant. Ok, super. Je pense que c'est risqué, c'est optimiste, c'est ambitieux. Je sais qu'on n'est pas dans Pro Cycling Manager, mais tu vois, au sommet de cette côte, il reste 30 km et il y a 20 bornes de descente. Ensuite, on va dire 5 km d'un petit peu de replat et la montée vers Mende. Peut-être que Tadej C'est pas Pogacar très peut dur, tenter. hein. La côte de la Ouais, Fage, hein. C'est de la côte de la Fage dont tu parles. Là, je ouais, c'est ça. l'affiche. Le rouge, C'est c'est combien là en pas. pourcentage? Il y a du 7%. C'est pas très dur en effet. Après, ça peut être aussi Tadej Pogacar peut essayer d'envoyer des McNulty ou des Soler ou des Maïka devant, attaquer potentiellement dans cette côte de la Fage, retomber sur ses coéquipiers qui pourraient l'aider un peu dans la plaine et éventuellement déjà s'isoler avec Jonas Vingegaard, puisqu'on le sait, si Tadej Pogacar attaque notamment, enfin dans n'importe quelle côte, on va dire, il y aura quasiment que Vingegaard pour le suivre. Donc ça peut permettre d'isoler un Jonas Vingegaard et ensuite d'essayer de lui faire la misère dans la côte de Mende. Voilà, je ne sais pas si ça peut le surprendre. En tout cas, la descente, on sait que c'est un endroit où c'est une partie dans laquelle Tadej Pogacar sera à l'aise. Peut-être que en faisant la descente de la côte de la Fage à bloc, Pogacar peut réussir à créer un petit écart sur Jonas Vingegaard aussi. Retrouver un équipier dans la plaine qui lui fasse le relais à bloc jusqu'au pied de Mende et à Mende terminer à bloc les 3 km. Et voilà. En tout cas, c'est un truc que j'imagine possible. Peut-être plus que contrôler l'étape toute la journée, parce que ça, c'est compliqué pour Tadej Pogacar quand tu as une équipe comme la sienne en ce moment. Peut-être qu'il pourra venir filer un coup de main, mais s'il n'y a que lui qui veut contrôler, ça ne marchera pas. Donc, en fait, il est quand même un petit peu dépendant de l'équipe Jumbo et de quelques autres, mais tu vois, on se doute bien que les autres ne vont pas s'embêter à contrôler. On va laisser faire la Jumbo qui a l'air monstrueuse, et je pense que si Jumbo ne veut pas contrôler, personne ne contrôlera. Donc voilà, ça peut être en tout cas une stratégie. Je ne sais pas si c'est totalement réalisable, c'est évidemment très optimiste, mais bon, je ne pensais pas que ce qu'a mis en place la Jumbo sur l'étape du Granon était possible. Donc finalement, on n'est pas à l'abri d'être surpris. Moi, je te trouve très optimiste, Robin, mais d'un autre côté, je pense pas, notamment avec la météo annoncée, et je vois quelqu'un dans le chat qui en parle, que tu pourras avoir une marge de manœuvre immense vis-à-vis de Vingegaard dans les Pyrénées. Et là, avec cette étape, tu as le terrain de jeu qui peut te permettre de surprendre, en tout cas, de surprendre. C'était le mot qu'on employait pour les adversaires de Pogacar en début de Tour de France. Là, c'est le mot qu'on emploie pour Pogacar pour justement rattraper son retard. Il va falloir le surprendre et cette étape, elle a tout, elle a le profil pour potentiellement essayer de surprendre Vingegaard. En tout cas, c'est très optimiste, c'est surtout ce qu'on espère voir, en tout cas de l'action et un Pogacar qui revient dans la lutte avant les Pyrénées. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est peut-être pas très objectif, mais en tout cas, moi j'en attends quand même pas mal de Pogacar sur cette étape. J'espère, je suis pas convaincu. On J'espère sait qu'il y qu'il aura va des petits attaquer écarts. dans le monde, on sait qu'il attaquera. Donc s'il attaque avant, pour le coup, il surprendrait, un peu comme Jumbo Visma qu'on attendait attaquer dans le Galibier il y a 2 jours et qui a attaqué dès le Télégraphe pour surprendre. Tout à fait, on verra. Ça peut être une option. Et bien évidemment qu'on espère un Français à Mende, mais bon, on verra. D'ailleurs, dans le chat, juste avant de passer à la rétro, pour ceux qui ont regardé sur Winamax, ont peut-être la réponse, mais qui est le dernier Français vainqueur d'étape sur le Tour de France? Est-ce que ça commence à remonter, cette histoire, hein?
Mais bon, Une journée quiz en fait aujourd'hui. Il a failli gagner Journée Amande. quiz. Il a failli gagner Amande en 2018. c'est vrai. Exactement, c'était une écoute, bravo. C'était à l'AF. Voilà pour le petit quiz. Toff pas loin, Emma Stone pas loin, mais bon. Il a été solide, écoute. Non, Désolé pour nos Belges, effectivement, qui nous regardent, mais on espère vraiment qu'il y a un Français qui gagne. Mais vous avez Les Belges, déjà eu 3 victoires d'étape, ça va. Les Belges, Normalement, les copains, laissez-nous-en un peu. les Belges ont beaucoup gagné. Les Belges ont beaucoup gagné. Ils peuvent nous en laisser une. Exactement, on l'espère en tout cas. Donc voilà pour cette preview d'étape 14 demain qui arrive donc à Mende. On passe du coup à la rétro aujourd'hui. Robin, tu vas nous parler de Bernard Hinault à nouveau et c'est toujours un plaisir d'entendre parler de Bernard Hinault. C'est ça, c'est la deuxième journée, on va parler de Bernard Hinault, donc je suis désolé pour la petite redondance, mais je pense que c'était quand même intéressant. On va parler de Bernard Hinault à Saint-Etienne. Tout à l'heure dans le chat, il y en a qui disaient Hinault à Saint-Etienne, c'est aussi des mauvais souvenirs. En effet, en 85, il se fait balancer dans les barrières par Phil Anderson, ça l'avait pas mal énervé, il avait failli en venir aux mains avec Anderson, et il s'était dit je vais peut-être le balancer dans les barrières le prochain jour. Finalement, il l'avait pas fait, fort heureusement, parce que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques, mais il s'était quand même pété le nez, il avait eu du mal à respirer sur la fin de Tour de France. Bref, on va parler d'un autre épisode beaucoup plus sympa pour Bernard Hinault, qui est sa victoire en 1978 à Saint-Etienne. C'est le premier tour de Bernard Hinault cette année-là, mais il y a déjà beaucoup d'attentes, puisqu'il a déjà un gros palmarès finalement. Il a gagné Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné dès l'année 1977. Donc plutôt pas mal. Mais Guimard, son directeur sportif, son manager, alors je sais pas ce qui se passe avec ma webcam, mais c'est en train de... Non, c'est moi. J'essaie de te mettre en noir et blanc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de remonter le temps. On va être jamais tranquille pour t'arrêter. Attends, je te jure, je vais essayer. Je suis sûr que ça il est va. en train de. Ok, vas-y, je te laisse tenter ce que tu veux. Du coup, je m'inquiète pas comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est bon, ouais. Est-ce que ça marche là? Ah, ouais, on a disparu. Je suis trop content. Trop bien. Ok, bon, parfait. Du coup, Cyril Guimard, directeur sportif historique de Bernard Hinault, voulait patienter, voulait ne pas envoyer son coureur trop tôt sur le Tour de France, donc il faudra attendre jusqu'en 1978. Mais ce Tour 78, Hinault vient déjà pour le gagner, même si c'est le premier. Il veut battre Thévenet et Van Impe, qui sont les deux derniers vainqueurs, même si Thévenet n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Il veut battre aussi Joop Zoetemelk, qui tourne autour depuis pas mal d'années. Zoetemelk, ça fait depuis 70 qu'il fait le Tour de France, il n'arrive pas à le gagner. Mais Hinault prend son temps. Il n'est pas encore le Hinault qui écrase le Tour dès le début. Il remporte le contre-la-montre de Saint-Foy-la-Grande en milieu de Tour de France, mais il reste en embuscade au classement général. Il n'est pas premier, il est aux alentours de la 4e place le plus souvent. En montagne, il n'est pas non plus le plus aérien, il subit des attaques de Zoetemelk et Pollentier notamment, mais il répond présent, il revient souvent au train, voilà, tranquillement, sans s'affoler, il gère, et tout n'est pas parfait. Il y a des failles à cette époque-là encore dans le niveau de Bernard Hinault, notamment au Puy-de-Dôme lors d'un contre-la-montre en côte. Il est battu par Zoetemelk et Pollentier et par Bruyère, qui est à l'époque le maillot jaune. C'est une déception, un petit coup à l'ego de Bernard Hinault aussi. À l'arrivée, il dit « je n'ai rien à dire ». Puis il analyse la journée un peu plus tard et il reconnaît qu'il n'a pas été très bon. C'est un sacré coup pour son moral. Ouais, mais on va découvrir sur ce premier tour de Hinault qu'il ne faut pas vraiment l'énerver, le blaireau. Ouais, là, c'est le grand public se rend vraiment compte de ça. Certains l'avaient déjà vu sur d'autres courses, mais là, c'est différent. C'est le Tour de France. Il est battu sur le chrono, devancé par Bruyère et Zoetemelk au général, donc Bernard Hinault, et il va s'imposer dès le lendemain à Saint-Etienne. C'est pas une étape qui fait des énormes écarts au général. Il bat au sprint finalement Sean Kelly et Freddy Mertens, qui sont quand même des maîtres du sprint, dans un final très nerveux. Donc voilà, même s'il n'y a pas d'écart au général, il marque les esprits. Il est de retour au top. Il gagne sa première étape en ligne sur le Tour de France, puisque donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait gagné le chrono quelques jours plus tôt. Mais il reste 3e du général en se rapprochant. Il est deuxième, il est à 3 minutes. Non, à 2 minutes, à 2 minutes du maillot jaune, et il reprend un peu confiance. Il y a l'Alpe d'Huez qui arrive le lendemain. Et là encore, il n'est pas tout en haut de l'affiche. Il est devancé par Pollentier et Kuiper. Mais c'est pas très très grave, puisque Kuiper est loin au classement général à plusieurs minutes, et surtout Pollentier, il va se faire exclure de ce Tour de France, pris en flagrant délit de triche lors de son contrôle antidopage avec une poire qui lui servait à remplir le test urinaire. Donc tout va bien finalement de nouveau pour Bernard Hinault. Il reste un contre-la-montre en fin de Tour de France à 2 jours de l'arrivée, c'est là que tout va se jouer. Mais Bernard Hinault, il a seulement 14 secondes de retard sur le maillot jaune Joop Zoetemelk. Le Néerlandais, il a un mini espoir parce qu'il avait battu Hinault sur le chrono du Puy-de-Dôme, mais ça va pas le faire. Ouais. Et pas de suspense à Nancy, le match est déjà plié avec
est déjà plié après 25 km, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça dure très peu de temps, ce suspense, s'il y en avait un. Hinault a décidé de partir fort tout de suite pour saper le moral de son adversaire, alors que Zoetmelk, lui, il est parti plus prudemment en se disant qu'il allait pouvoir passer les bosses à plein régime. À l'arrivée, le contre-la-montre, il fait 72 km et Bernard Putain, Hinault, il colle plus de 4 minutes à Job Zoetmelk. 72 Donc, km. l'écart, ouais, c'est pas les distances d'aujourd'hui. Non. Donc 4 minutes d'écart sur la ligne, ça fait cher pour Job Zoetmelk qui, à 2 jours de l'arrivée, perd le maillot jaune. L'équipe titrera et le volcan s'éveilla. Et Pierre Chany, qui est la plume légendaire de l'équipe à cette époque-là, débute son article de cette manière. Il dit: à l'attention des historiographes qui décriront la carrière de Bernard Hinault le jour venu, cette précision anecdotique, il était 16h36 exactement, ce 21 juillet, quand celui qui venait de gagner virtuellement le Tour reçut son premier maillot jaune. Pierre Chany, qui savait déjà finalement qu'un phénomène venait de prendre le pouvoir sur le Tour de France. Hinault dira déjà un petit peu insolent: j'étais parfaitement détendu, je savais que j'allais prendre le maillot. Zoetmelk, lui, très élégant, accepte la défaite. Il dit: il faut s'incliner devant un tel talent. Je sais maintenant que ma chance de gagner le Tour s'est enfuie. En vérité, il le gagnera quand même, ce Tour de France. Il a buté sur Eddy Merckx, il a buté sur Bernard Hinault. Mais en 1980, l'année où Bernard Hinault abandonne à cause d'un genou douloureux, c'est bien Job Zoetmelk qui va ramener le maillot jaune à Paris. Eh bien, voilà comment naissent les mythes. Merci Robin de nous avoir raconté ça sur Bernard Hinault. Du coup, demain, tu sais de quoi on va parler, mon Roby, ou pas? Demain, je peux te le trouver si tu attends une seconde. J'allais dire, Polo, tu peux remettre Robin dans notre époque. Ouais, t'inquiète, c'est fait. Effectivement, il y avait déjà. Là, ça galère un peu à charger la page. Tu nous diras, t'inquiète, tu nous diras. Ouais, ce sera encore une surprise. Ok. On va passer au quiz pour terminer, du coup, les copains. On a donc un Polo qui est mené 10-6. Donc, en cas de victoire aujourd'hui, qui peut revenir au mieux à 18. On va Il n'y avoir. a pas 10-6 déjà hier quand on a démarré le quiz? Non, il y avait 8-6. Pour le coup, moi, je me suis là. Non, c'est sûr. Là, pour le coup, je suis sûr. T'es sûr? Et je voulais même demander avant J'ai un- l'étape, j'ai un avant l'émission. Ouais. Moi, je sais, pour le coup, je sais plus. Je dirais pas oui, je dirais pas non. Allez, allons-y sur 10-6. Allez. T'as pas l'air convaincu, Robin. Ça te plaît pas, ça. Non, parce que je pense qu'il y avait 10-6 avant le quiz d'hier et je l'ai gagné, mais c'est pas grave. Allons-y pour le panache. Merde, j'en fais tomber ma Il bouteille. y avait 5-5 avant. Alors, on va avoir 3 qui suis-je et une énumération, les gars. Ok? Ok. Avec des qui suis-je qui valent 1 point et une énumération qui vaut 2 points. Ok. Qui suis-je? Je suis double champion du monde de l'Omnium. J'ai gagné 2 étapes du Ryan Tour de Coca? France. Non. Matteo J'ai Trentin. gagné Paris Tour 2016. Matteo Trentin, t'as dit? Ouais. Gaviria. Putain, ça, c'est ça. Fait chier, putain, je voulais faire mon mon truc et il m'a niqué. En fait, c'est pour ça que ça sert à rien de les préparer parce que derrière, j'ai les nerfs, je peux pas aller jusqu'au bout et j'ai travaillé pour rien. Ah putain. Ouais, effectivement, Fernando Gaviria. Donc ça fait 1-0 pour Robin. Deuxième, qui suis-je? Attends, celui-là, si tu me le dis rapidement, je te jure, Robin, c'est un robot. Je me révèle en devenant vice-champion du monde sur route espoir en 2013 derrière Matej Mohoric. Kevin Le Danois? Non. En 2015, je participe au Tour de France. Je fais 5e au sommet du plateau de Bay, mais au soir de la 17e étape, je suis hospitalisé pour déshydratation. Je n'ai pas le droit de repartir. Attends, moi, je suis toujours sur le championnat espoir, là. Je sais qui c'est. Moi aussi. Je suis. C'est pas Cosnefroy? Non. Je suis sur mon 14e grand tour en ce moment. Je suis donc sur le Tour de France. Mon meilleur résultat sur grand tour, 8e. Mais 8e 2 fois. Mentiès? Ah putain, Mentiès, Louis j'allais le dire, j'ai Mentiès. entendu Putain, ça. t'es solide! Je l'ai entendu tout à l'heure en plus, j'allais le dire, putain, fait chier. Et ouais. Boris, il l'a trouvé super rapidement. Ah ouais? T'as un Boris Lagnol. Bravo. Bien joué. 2-0 pour Robin. Troisième, qui suis-je? J'ai terminé 4e du sprint des Champs-Élysées en 98. J'ai gagné Gand-Wevelgem 2001. J'ai gagné le prologue du Dauphiné 2005. Je n'ai jamais gagné. Non, je n'ai jamais gagné d'étape sur le Tour de France. Mais c'était l'objectif de ma saison. Car mon leader
viser la victoire. J'ai démarré, attention, bel indice, Incapi. chez Motorola. Incapi, Polo. bien Exactement. Yes. Pas mal. 2-1, on a donc une énumération qui vaut 2 points. J'espérais en Sinon, on en être fait un là. peu plus. Il est tôt, non? On peut pas en faire un peu plus? Non, On mais en fait attends, parce que pas beaucoup plus. l'énumération- Je dois pas traîner. L'énumération, elle est moi, sympa, elle est tout à l'heure. 47. 47, on est à 47 minutes. Énumération, on part sur le top 15 du Tour 2021, les gars. Ok. Tour de l'année dernière, vous avez le droit à un joker. J'ai zéro mémoire. Si vous avez, les gars, si vous avez un trou, vous pouvez passer et obliger l'autre à en citer 2 de suite. S'il n'en cite pas 2, vous avez le droit à un indice pour le suivant. Ok, On j'ai est pas d'accord? Rien compris le truc de l'indice. S'il en cite pas 2? En gros, tu as un trou. Tu dis, Ouais. bon, bah, je prends mon joker. Donc, Paul à la main. S'il en cite 2, il a gagné. S'il en cite pas 2, s'il en cite 1 mais pas 2, ça revient à toi et toi, je te donne un indice. Et après, Polo a le D'accord, droit ok. de faire la même chose. Voilà. On est OK? Ouais. On peut y aller. Top 15 du Tour de France 2021. Bah, du coup, Polo, tu es mené. Tu as la main. Top 15 du Tour de France 2021. Tadej Pogacar. C'est OK. Jonas Vingegaard. C'est OK. Richard Carapaz. C'est OK. Henrik Mas. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon, Henrik Mas? C'est pas bon, Henrik Mas. C'est pas bon, Henrik Mas? C'est pas bon, Henrik Mas. Ah, il a flambé comme ça? Donc là, j'ai perdu, là, c'est fini? T'as perdu. Oh putain! Bon, écoute, j'étais sûr que t'allais me niquer à ce genre de truc de mémoire là. Putain. Non, mais je En te jure, plus- 2021, j'y arrivais pas là. Je réfléchissais, je faisais dire, il y a qui? Roglic, non. Les Français, Mais là, non. Guillaume Martin. Je me j'en disais, ai- Guillaume Martin, il a fini le tour l'année Ouais, dernière. Alors, ou pas? Guillaume Martin, ouvrez pas le chat. Pour le plaisir, Paul, t'as gagné. Donc, tu reviens de 10-6 à 18, du coup. Qui a terminé 4e, du coup, les gars? Connor. O'Connor. 5e. Il doit y avoir des Colombiens, non? Il n'y a pas Uran, Quintana dans Lopez. l'histoire. Mas, il est 6e. C'est Kelderman. Mais comment ça, Mas, il est 6e? Il est 6e, Kelderman. Non, on parle de Mas là. Mas, tu viens de dire Mas, il est 6e. Mais oui, Mas, il est 6e à la fin du Tour 2021, frérot. Et bah, du coup, c'est bon. Bah, du c'est coup, bon. il est bien dans le top 15. Mais qu'est-ce que tu Mais non, mais racontes? on a dit dans l'ordre. Comment ça, dans l'ordre? Ah, moi j'avais compris dans l'ordre aussi. Ah bon? Ah ouais, mais ça, c'était impossible, ok. Ah, Ah, fallait dire t'avais dans pas l'ordre. compris? J'ai failli Bah démarrer oui. par Guillaume Martin, moi. Mais Ah ouais, j'avais après, pas du tout après compris. si toi tu l'avais pas, moi il me semblait que c'était ça. Mais vu que c'était très proche, pour moi c'était à faire dans l'ordre. Mais en vrai, comme dit Boris dans le chat, Après, si Mas, c'est, c'est pas. Après, si t'avais pas entendu, Robin, bon, moi je veux bien faire un Attends, autre top 15. dites-moi dans le chat, dites dans le chat, est-ce que vous saviez qu'il fallait les donner dans l'ordre? Parce que moi, je t'avoue, Pour j'étais moi, un peu dans c'était- la merde. J'aurais pas fait beaucoup mieux dans l'ordre, mais j'aurais peut-être, j'aurais joué différemment parce que je savais qu'Henrik Mas il était pas 4e, donc j'aurais peut-être pris le Joker si j'avais pas trouvé O'Connor. Mais moi, je pensais juste qu'il fallait mettre un mec du top 15, quoi. Justice pour Robin. Bon, ok. C'était un pote, je suis désolé. Hein. bah écoute, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Regarde, tu sais C'est ce qu'on va pas faire? grave. Exactement la même chose avec le Giro 2022. Putain, mais pourquoi Giro tu prends des trucs aussi 2022? récents? Le dernier Giro. Ok? Bah, parce que du coup, c'est justice. Ok, C'est on est une prise de parti. tête, j'arrive pas à me rappeler des trucs récents, je sais même plus qui y avait sur le Giro. Cette fois, top 10 dans le désordre. Dans le Ok. désordre. Top 11 du coup, parce que si vous en avez 5 chacun, on est dans la merde. Donc, je le rappelle, il y a 2-1 pour Robin. Et l'énumération vaut 2 Polo. points. Polo, Ah tu oui, as la oui. main. Top 10, Giro 2022 dans le désordre. Jane Hindley. C'est bon. Richard Carapaz. C'est bon. Il le dit dans l'ordre quand même. Ah oui, j'ai dit dans la putain, j'ai oublié. Mikel Landa. Putain, moi aussi, je suis déjà C'est bon. en galère. Bilbao. C'est bon. 5e. Pozzo, il s'accrochait, non? Il doit faire top 10, Pozzo. Ouais, oui, il est top 10 Pozzo Vivo. Putain, ça me stresse. C'est bon, tu m'en as donné un, j'ai trouvé. C'est à moi là. Ah non, c'est Apollo. Ah, Tu valides Pozzo Pozzo Vivo? Ah, j'ai dit Pozzo Vivo.
Ah ok, bah c'est bon. Non mais j'étais pas sûr. Non mais soyez clair par contre parce que J'ai dit les Pozzo questions Vivo. en mode réponse, moi je suis pas d'accord. Hein. Donc Nibali, Pozzo Nibali, Vivo, il fait c'est 4, bon. Nibali. 8e. Robin Nibali, c'est bon. 4e. Il y a le mec là qui a porté le rose là. Il a chuté, mais il doit faire top 10. Vu que c'était pas ouf. Putain, comment il s'appelle? Ah ouais, je l'ai. Euh, Merci pour les indices. Lopez. Exactement, Lopez. Il en Solide reste pour combien, le là 10e. Il reste le 6e, le 7e et le 9e et le 11e du coup. Et là, Robin, si tu trouves pas, du coup, t'as perdu. Et là, il y a l'histoire du Joker, là. Il y a l'histoire du Joker. On te l'a donné avant le Joker. Non, je Il vais y a faire sans l'histoire du Joker parce Joker. que c'est trop dur pour lui. Là, il pourra pas en trouver deux de suite, je pense. Eh ben peut-être, hein, on sait pas. Hein. Et si je prends mon Joker, pour lui, il peut prendre son Joker derrière. Bah ouais. Ouais, je prends pas mon Joker parce que si c'est à moi d'en dire deux, c'est la merde. Bah ouais, c'est ça, tu fais le fou là. Ok. Après, c'est une question quand tu te souviens des noms, quoi. Tu vois, il y a des moments où tu t'en souviens pas, t'as le temps de réfléchir, hop, t'en as deux qui viennent, tu le niques. Ok, Joker. Allez, Joker, Polo. Bah, Joker. Non, attends, je suis un peu Si vite. t'en dis deux, Polo, Parce t'as que- gagné le quiz. Parce que j'en ai un sûr, mais pas deux. Donc j'hésite. T'en as deux, toi, Robin? Là, j'en ai 0, là. Bah, du coup, si je dis Joker, il doit en trouver deux, Robin. Non, toi, si t'en donnes un, derrière, t'as le droit à un indice pour trouver le deuxième. Ah, bah, j'ai Yann Hirt qui fait top 10 aussi avec Pozzo. Exactement, 6e. Alors du coup, je te donne Mais là, j'en ai en plus, un- là. je te donne un indice, Paul, pour que tu trouves le 7e ou le 11e. Vas-y. Putain, Ok. qu'est-ce que je vais te dire? Parce que c'est pas facile. J'écoute. Si, je vais te dire, C'est dramatique. je vais te dire, putain, douche, Douche. douche, Oh, pour l'indice trouver de- le l'indice 7e. trop nul. Oh, l'indice est nul. Je l'adore. Douche. Non, j'ai pas, ça me dit rien. Il peut bien avoir un mec de IF dans le top 10, non? Ils ont pas mis un mec IF. Alors, douche, ça a un rapport avec le sponsor. Ah putain! Bora. Non, c'est pas Kelderman, non. Ah, je l'ai. Bourgman. Oui, c'est Polo. top 10, le bâtard. Putain, Bourgman. Je me souviens que j'y croyais pas du tout en plus à la fin. Et toi, Robin, tu l'as mis dans ton top 10. Non, c'est moi qui l'ai mis dans mon top 10, je crois. Oui, c'est toi. Hein. Moi, je mets Ouais, pas c'est beaucoup. vrai que je l'avais mis. Ouais, je crois que je confonds. C'est vrai que c'est moi qui l'ai mis dans mon top 10. Ah putain. Oh putain. Bon, allez, c'est bon, Ah, cette fois, c'est 18. À bout de bras. Bien joué, bien joué. Merci. Félicitations, Paul. 18, du coup. Et puis, on verra si demain, Paul, avant la journée de le repos, tu peux mettre la pression là. Hein. Et c'était qui qui manquait? C'était qui manquait dans le top 10 le 11e, Valverde, et le 9e, Hugh Carty. Ah ouais, Carty. Je me disais, il y avait bien un mec d'IF. Et ben, il y avait bien un mec d'IF. Luc Carty, je l'aurais jamais eu. Valverde, c'est même pas en rêve. Donc, bravo, Paul. 18. Putain, j'adore quand ça se resserre comme ça, les amis. Ouais, on m'a volé 2 points, mais c'est pas grave. Normalement, il y a 12-8. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat qu'il y avait 12-6. Mais on va réécouter, il y a des mais- replays. Mais moi, je suis chaud de demander au chat s'il y avait vraiment 12 Mais on va regarder les replays, les gars. S'il y a vraiment Eh 12 oui, mais moi, tu vas le voir, hein. j'accepte. L'avantage, c'est qu'on Moi, est filmé. Donc, je veux pas tricher. S'il y avait vraiment 12-6, s'il y avait 10-6. Il y avait 12-6. Il y avait 12-6, donc là, il y avait 12-8. Ok, très bien. on va vérifier ça pour le moment, 18. Merci, Polo. Merci, Robin. On se retrouve donc demain sur Winamax de 11h à midi. Si vous voulez nous regarder pour voir pour les cotes et tout ça, on va regarder tous ensemble. Et on terminera demain, bien évidemment, la journée par le débrief à 19h pour faire le débrief de la montée de Mende. Et il peut se passer beaucoup de choses. Ciao, ciao, les rouleurs. Juste pour dire, Joseph, désolé, je te coupe ta fin, c'est nul. Non, c'est pas grave, dis-moi. Juste le Discord, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais rejoignez bien le Discord, il y a des quiz très sympas qui se font. J'ai joué hier un peu avec des gars, avec notamment Coco qui organisait, et on s'est régalé jusque tard le soir.
Ouais, il paraît que ça s'est bien fendu la poire. Ouais, c'était pas mal. Écoutez, Donc, voilà, ça n'hésitez pop-up pas à dans le rejoindre le Discord, dans le allez chat. vous amuser. Voilà, dans la description YouTube aussi, si par hasard vous nous écoutez via YouTube. Excellente soirée à tous les gars. Ciao, Ciao. ciao. Salut les gars, bye. Et les filles aussi, Et les filles. bien évidemment.